Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un monstre des mers, le sous-marin Flore S645 de type Daphné. C'est-à-dire que c'est une catégorie de vaisseaux d'attaque à propulsion classique de conception française. Ce n'est pas le plus grand, mais ce n'est pas le plus petit non plus. Flore est un vaisseau qui mesure de long 57 mètres pour un poids total à vide de 800 tonnes. Flore a été mis à l'eau en 1964 et a cessé son activité en 1989. Alors on rentre. Donc là, on rentre rentre dans le sous-marin. Alors à l'époque, il faut s'imaginer que bien sûr, ils ne rentraient pas par une porte, les sous-mariniers. Là, comme le sous-marin est devenu un bateau musée, finalement, il y a un aménagement qui a été fait où on peut accéder via des escaliers et une porte. Donc ça permet quand même de rentrer par l'avant du sous-marin et de rentrer par l'arrière et de ressortir par l'arrière du sous-marin. Parce que habituellement, ils rentraient par le haut. Oui, c'est ça. On va le voir un petit peu plus loin en fait. Dans un sous-marin, on rentre par ce qu'on appelle un panneau. C'est une sorte de porte ronde, très lourde, que l'on ouvre et on descend par une échelle à l'intérieur du bord. En l'occurrence, dans le sous-marin Flore, c'est un petit peu plus loin. C'est dans le carré officier que l'on descendait. Et après, effectivement, selon son métier, sa spécialité en fait, et l'endroit où soit on travaillait, soit on y dormait dans le sous-marin, on va dans les différents espaces après du sous-marin, à l'avant, à l'arrière, du sous-marin. D'accord. Donc ici, il y avait majoritairement combien de personnes à l'époque? Alors dans le sous-marin, en général, sur un type Daphné, ils étaient entre 50 et 60. Okay. Et dans l'endroit où nous sommes, qui est le poste avant, ou qu'on appelle le poste équipage, on est plutôt sur une salle où il y avait à peu près 20 à 25 personnes. Donc quand on voit la taille, voilà. Ouais, quand on voit la taille, c'est vrai que ça peut paraître petit pour 25 personnes. Ça faisait du monde au mètre carré. Ouais. Après, on était sur une pièce où aujourd'hui, ça a été complètement aménagé pour que ce soit visitable, mais il faut s'imaginer qu'elle était beaucoup plus remplie de matériel qu'aujourd'hui. À la place de la porte, il y avait 4 bannettes, c'est-à-dire 4 lits. D'accord, ouais. À la place où nous sommes, il y avait une table supplémentaire, il y avait des bancs supplémentaires qui servaient bien évidemment en espace de restauration. Il faut s'imaginer qu'il y avait plus de hamacs. Aujourd'hui, on a un seul hamac qui a été installé, mais il faut s'imaginer qu'il y en avait peut-être voire un de plus, voire 2 ou 3 de plus. Okay. Ça, c'était pour pouvoir avoir suffisamment de couchage pour avoir suffisamment de couchage pour le nombre de personnes à bord. Sachant que sur un sous-marin classique, il y a le principe de la bannette chaude. C'est-à-dire qu'il y avait 2 personnes pour un lit ou 3 personnes pour un lit. Ah oui, quand même. Oui, c'est-à-dire... Compliqué. Ouais, du coup, ils échangeaient. Exactement. Okay. Il n'y a pas autant de bannettes que de personnes à bord. Seul sur un type Daphné, le commandant a sa propre bannette. Après, le reste de l'équipage est vraiment soumis, on va dire, à la bannette chaude, c'est-à-dire que dès lors qu'un sous-marinier va se lever pour aller travailler, il y avait un autre sous-marinier qui, lui, terminait en fait son quart et qui venait justement se reposer dans la bannette. Donc là, il faut s'imaginer que c'était vraiment très, très chargé en hommes, en matériel. Et en plus, c'est une pièce où, comment dire, c'est un peu comme une salle polyvalente, le poste avant sur un type Daphné. C'est un endroit où on peut manger, comme je vous disais, il y avait des tables. C'est un endroit où on pouvait dormir, on y voit les bannettes. C'est un endroit où on pouvait y travailler, puisque juste à l'extrémité du sous-marin, on voit les tubes lance-torpilles. Et donc, c'était un endroit où effectivement, on pouvait y retrouver des torpilleurs, par exemple. Et c'était un endroit où on pouvait y faire sa petite toilette de chat. Puisqu'on y voit, on va dire, la souillarde, c'est-à-dire l'espace lavabo et douche qui permettait aux sous-mariniers, alors quand je dis petite toilette de chat, c'est que tout simplement, il y avait une sorte de rationnement de l'eau à l'intérieur, de manière à ne pas gaspiller l'eau, puisque l'eau, elle n'était pas, elle n'était pas traitée comme aujourd'hui ça peut l'être avec un désalinisateur. Cette eau, elle était embarquée avant de partir en mission. Et donc cette eau douce, elle était plutôt précieuse et il ne fallait pas la gaspiller. Donc la toilette souvent se résumait à se laver les mains, à se laver le visage et les dents. Voilà, c'était la priorité. Ici, pour commencer, donc qu'est-ce que c'est? Alors ici, on est vraiment sur les tubes lance-torpilles. Sur un sous-marin type Daphné, vous avez 12 tubes lance-torpilles. Il y en a 8 à l'avant. Alors en général, on les repère bien à l'avant, qu'on soit à l'extérieur ou à l'intérieur.
À l'extérieur, on le voit puisqu'on voit en fait les portes métalliques qui effectivement avaient cette possibilité de s'ouvrir de la coque. À l'intérieur, on le voit plutôt bien puisqu'on voit ce qu'on appelle les refouloirs pneumatiques. C'est ces parties vraiment un peu cuivrées que l'on voit et qui servaient à pouvoir éjecter la torpille avec le plus de discrétion possible. Et les 4 autres tubes lance-torpilles sont à l'arrière du sous-marin et là pour le coup on ne le voit on ne le voit pas de l'intérieur. D'accord. Et de l'extérieur c'est plutôt bien dissimulé on va dire dans la coque et dans la superstructure du sous-marin. D'accord, ouais, c'est quand même super gros. C'est extrêmement costaud, c'est très massif. Oui, ça représente aussi une sacrée longueur à l'avant du sous-marin. Ouais. Avant de pouvoir être actif, le sous-marin doit subir des tests pour savoir s'il tient le choc. Ensuite, les sous-mariniers doivent s'entraîner pour se familiariser avec l'engin et leur nouveau mode de vie. Alors là, on rentre vraiment dans les entrailles du sous-marin. La pièce que l'on vient de quitter, c'était la pièce la plus grande, la plus large, la plus volumineuse, voilà, okay, ouais. en place. Je le ressens, c'est très étroit. Il y a un vrai contraste effectivement entre le poste avant et le carré officier. Dans cet espace-là, alors on voit qu'en plus l'aspect même des murs change. On voit que voilà, on est sur un aspect beaucoup plus de bois, puisque dans le carré officier, on va y retrouver à la fois le commandant et les différents officiers. On est passé juste en entrant dans cette pièce devant l'échelle et le panneau par lequel les sous-mariniers descendaient. D'accord. On est vraiment sur cette échelle qui permettait d'accéder directement ici et après de pouvoir se répartir à l'intérieur du sous-marin. On est sur un espace où on y voit la chambre ici du commandant. C'est le seul qui avait son propre espace, on va dire, d'intimité. Et on est sur après le reste de l'espace que le commandant va partager avec les autres officiers. L'espace, on va dire, de restauration, de déjeuner, de réunion également. Et puis, quand on avance un peu dans cette salle, on peut y apercevoir les différents couchages pour les officiers. Il y avait donc 2 couchages, si je me déplace, il y avait 2 couchages, celui-ci peut se basculer, qui servait à 2 officiers. Et dans le tout petit couloir qui est ici, je vais me déplacer, on va y apercevoir en fait ce qu'on appelle le wagon. Le wagon permettait de loger aussi d'autres officiers. Alors le wagon c'est assez simple, c'est un terme qui bien évidemment est en lien avec les trains, avec la SNCF, c'est que tout simplement ça ressemble à un wagon-lit. C'est vrai, ça ressemble vraiment à un wagon quoi. Ouais. Incroyable. Cet espace se démarque par son côté plus chaleureux, plus cosy et les tuyaux sont moins visibles. On peut dire que les officiers étaient très bien logés. Alors l'espace d'après. Parce que là, je sens que ça m'intéresse un peu plus. Alors c'est souvent l'espace que l'on imagine bien dans les films. L'espace d'après, là vous êtes dans le central opération. Centrale opération, d'accord. Centrale opération, c'est vraiment souvent l'espace qu'on voit au cinéma en fait. C'est le lieu qui est un peu l'espace stratégique du sous-marin. Le central opération, c'est un peu le cerveau du sous-marin. Ouais. On est dans un endroit où on peut y retrouver bien évidemment le commandant. On peut retrouver souvent le commandant assis sur le fauteuil qui est ici, qui ressemble un peu à un siège de moto. D'accord. Qui lui avait en tout cas on va dire dans ses actions la possibilité de pouvoir regarder au périscope d'attaque à travers effectivement une lunette quand le sous-marin est à l'immersion périscopique. Et puis il avait vraiment cette situation assez centrale parce que ça lui permettait d'avoir autour de lui d'autres membres d'équipage qui lui donnaient beaucoup d'informations à l'instant T pour que lui derrière il puisse prendre des décisions. Donc c'est pour ça qu'on y retrouve derrière lui, on y retrouve la partie des radars. On y retrouve dans la partie un peu dans le coin ici la partie des sonars. D'accord. Juste face à nous, on va y retrouver la table traçante sur laquelle une personne va effectivement condenser un certain nombre d'informations qui peuvent être la trajectoire du sous-marin Flore avec des précisions de vitesse, des précisions de profondeur d'immersion. Et puis également des tracés de bâtiments, par exemple de bateaux qui pouvaient se retrouver à proximité du sous-marin Flore, au-dessus de lui. D'accord. Voire même de sous-marins, s'ils en détectaient un à proximité. Comme ça, le commandant pouvait avoir une situation de ce qui se passait en fait autour de son sous-marin, sous l'eau et sur l'eau.
et donc d'avoir une vision un peu globale pour pouvoir donner une marche à suivre. Parce que la particularité d'un sous-marin, ça va être de naviguer à l'estime, c'est-à-dire de naviguer aussi à l'aveugle. Quand on est sous l'eau, on ne peut pas avancer avec ses yeux comme quand on est sur une voiture, dans une voiture. Donc effectivement, lui, il avait vraiment besoin d'avoir un certain nombre d'informations pour pouvoir donner une bonne marche à suivre. Donc là, on change complètement de... Là, on change de lieu, on est dans le central. Alors, le central opération, je vous disais, c'est un peu le cerveau du sous-marin. Le central, on est sur le cœur du sous-marin. On est sur la partie qui va être purement la navigation. On est sur un lieu où on va retrouver alors trois sièges, 3 fauteuils avec 3 volants jaunes qu'on appelle, ces volants jaunes sont liés à ce qu'on appelle les barres. C'est le poste des barreurs. Vous avez 2 sortes de barres sur un sous-marin. Vous avez la barre de direction, alors c'était le poste qui était ici. La barre de direction, c'est finalement le safran, toute la partie qui est liée au gouvernail, on va dire, comme sur un bateau. Donc la barre de direction permet de pouvoir actionner, quand elle est actionnée, de faire avancer le sous-marin vers bâbord ou vers tribord. Et puis vous allez retrouver en fait les barres de plongée. Les barres de plongée, ce sont ces petites barres qui sont à l'horizontale que l'on voit en fait à l'avant et à l'arrière du sous-marin, des 2 côtés, qui sont des barres qui sont actionnées pour faciliter le sous-marin à plonger plus profondément ou à remonter plus vers la surface. Et donc, on a des barres de plongée à l'avant, c'est le poste qui est ici, et des barres de plongée à l'arrière, c'est celui qui est juste à côté. Et face à eux, ils ont un tableau avec un certain nombre d'éléments qui leur sont donnés. Alors, il y a toujours l'heure dans un sous-marin. Vous avez des éléments qui vont permettre, vous avez un baromètre, vous avez un élément qui est très important qui nous permet de savoir à quelle profondeur est le sous-marin. Donc bon, là, ça va, on est à la surface. Bon, tout va bien alors. Tout va bien. On a bien évidemment la vitesse du sous-marin. Et puis, on va se retrouver avec des éléments qui vont indiquer ce qu'on appelle la gîte et l'assiette. Alors la gîte, ça peut un peu parler à tout le monde puisque c'est un terme qu'on retrouve avec les bateaux. C'est, on va dire, la position verticale du bateau. Donc pour le sous-marin, c'est la même chose. Et on va avoir l'assiette, c'est la position horizontale du sous-marin. Donc s'il pique du nez, on va dire, ou s'il pique de l'arrière. Ça, c'est très important puisqu'on a besoin d'avoir un sous-marin qui a quand même malgré tout une gîte 0 degré. C'est compliqué, on ne peut pas être ballotté, surtout en plus quand on est en plongée. Donc il y a tout un système dans le sous-marin, on va dire, de caisses et de réservoirs qui permettent de réguler cette gîte. Voilà. Et même chose pour l'assiette, c'est-à-dire si on a plus de poids à l'avant, il ne faut pas faire pencher plus l'avant du sous-marin que l'arrière. Donc on a aussi tout un système de caisses et de réservoirs qui sont reliés les unes aux autres et qui permettent comme ça de pouvoir réguler cette assiette aussi 0 pour le sous-marin. Donc c'est plutôt important. C'est quelque chose qui est aussi régulé au fur et à mesure de l'avancée dans une mission, puisque on va avoir moins de vivres, on va avoir moins de gasoil. Il y a des fois où on va évacuer les déchets. Il y a toute une activité qui est liée au sous-marin qui fait qu'il faut en permanence avoir un œil sur la gîte et l'assiette du sous-marin, entre autres. D'accord. Quelque chose m'interpelle. Le téléphone qui est juste ici. Le téléphone qui est juste ici, à quoi sert-il ? Alors, il sert à pouvoir se parler d'espace en espace. Dans un sous-marin, on ne va pas parler de salle, on va parler de tranches. Je parlais du poste avant, du carré officier, du central opération, du central. Et en fait, avec ce téléphone, juste à côté, on aperçoit le nom des autres tranches. On a poste avant, on a moteur, auxiliaire, centrale opération et poste arrière. Donc effectivement, ça permettait comme ça de pouvoir décrocher le combiné, qui pour les plus jeunes, je pense, va paraître assez atypique, et de pouvoir effectivement contacter le téléphone qui se retrouve dans les autres salles. Je ne pensais pas du tout que ça servait à ça. Moi, je pensais que c'était pour l'extérieur, justement. Alors, pour l'extérieur, en fait, un sous-marin, comme je le disais, ne doit être, surtout ne pas être repérable. Ce qui fait qu'un sous-marin, certes, il peut communiquer avec l'extérieur, mais on va dire que dans la principale activité du sous-marin, ça va plutôt de réceptionner des messages, donc d'être plutôt sur une écoute qui va être passive de réception de messages, plutôt que de transmission de messages. Dès lors que vous allez transmettre des messages vers l'extérieur,
via, on va dire, la radio, différents types d'appareils radio de transmission, vous pouvez éventuellement être repéré, être intercepté. Donc le but, ça va être plutôt de réceptionner ces messages, ce qui fait qu'un sous-marin est souvent, même très souvent, coupé de l'extérieur. Oui, c'est ce que je me disais, du voilà. coup, c'est totalement isolé du monde extérieur Oui, pour rester invisible. complètement. Dans cet espace a été installé les toilettes et la cuisine. Concernant la cuisine, vous ne pouvez pas faire plus petit. Les sous-mariniers la surnommaient la cabane à outils pour ses 3 mètres carrés de surface. Dans cette zone, y travaillaient le cuisinier et le commis aux vivres. J'imagine que c'est aussi très minimaliste. Alors oui, la cuisine, elle force un petit peu le respect, je dirais. On est sur 2 hommes qui vont cuisiner avec un four, avec 2 marmites autoclaves et un pétrin, puisque il y avait cette possibilité-là, il y a toujours cette possibilité-là sur les sous-marins français de faire du pain pour le quotidien, pour tous les jours. Il faut quand même s'imaginer un peu l'odeur du pain chaud dans l'ensemble du sous-marin, c'est quand même quelque chose de plutôt, je pense, agréable pour tout le monde. Et donc on est sur ce lieu. Alors souvent en rigolant, on dit au public que pour nous c'est un des endroits les plus stratégiques du sous-marin, dans le sens où si un équipage mange bien, ça veut dire que c'est un équipage qui va bien dans sa tête. Ce rôle un peu inconscient que peut avoir le cuisinier et le commis aux vifs, c'est vraiment d'entretenir le bon moral de l'équipage. C'est vraiment de se dire, voilà, j'essaie de cuisiner quelque chose qui est plaisant, parce qu'un temps de repas, c'est un temps qui est un temps de partage qui est plaisant. Où on se contente l'estomac, mais où quelque part ça contente aussi un petit peu le moral et l'ambiance du bord. Donc voilà, on est sur un endroit où ça n'y paraît pas, pour des fois nous terriens, mais en tout cas pour des marins c'est très important. Et puis on peut aussi penser aux périodes de fêtes de fin d'année, où il faut toujours s'imaginer qu'on a quand même des sous-mariniers qui eux ne seront pas à terre avec leur famille, mais qui vont être en mer. Et qui, en général, bénéficient toujours d'un repas ou 2 repas de fête de fin d'année avec, entre guillemets, leur seconde famille qui est l'équipage. Ouais. Okay. En dessous de la cuisine, on y aperçoit ce qu'ils appellent la cambuse, c'est-à-dire c'est le garde-manger, hein, c'est la réserve, c'est le garde-manger. Oui, donc ils se servaient en dessous, aussi difficile si on devait ils descendaient au sous-sol. D'accord. Voilà, et alors en face, on a les sanitaires. Et les sanitaires, en fait, on les surnomme les poulaines sur un sous-marin. Voilà, les poulaines. Les poulaines. Alors le terme, on l'a longtemps cherché son origine. C'est une des hypothèses, et c'est en tout cas une qui est un peu plus fortement probable. Dans le jargon de la marine, on a beaucoup de jargon qui vient de la marine, mais de la marine d'antan aussi, de la marine royale par exemple. Et il faut s'imaginer que sur les anciennes caravelles, sur les anciens bateaux en bois, en fait, du temps par exemple de Louis XIV, on a l'avant en fait du sous-marin, la proue du sous-marin, qui est un peu en forme, on va dire, un peu conique. Et c'était là qu'on y retrouvait souvent les sanitaires, les poulaines en fait du bateau. Et pourquoi poulaine? C'est pas parce que la proue de la caravelle s'appelait une poulaine, c'est que tout simplement, il faut s'imaginer qu'au Moyen-Âge aussi, il y avait des chaussures qui avaient cette forme conique, comme l'avant justement d'une caravelle par exemple, ou d'une frégate. Eh bien, on se retrouve effectivement avec ce même terme, poulaine, et qui va perdurer au fur et à mesure des années. Là, on est dans un des endroits où c'est le couloir le plus étroit. On est dans la tranche propulsion. Voilà. Cette tranche propulsion, on va y avoir alors, la partie des diesels qui est dessous nous, la partie des groupes électrogènes, la partie que l'on vient juste de passer avec ces 2 tuyaux recouverts de cuivre. On est en fait sur tout ce qui va permettre d'évacuer les gaz d'échappement pour une motorisation diesel. D'accord. Et puis la partie qui est derrière moi, qui est ce long couloir gris, qui est composé quasiment que de petits volants. On est sur la partie qui concerne vraiment l'électrique, les moteurs électriques. D'accord. Voilà. Avec un peu plus loin, on va l'apercevoir, 2 petits sièges qui sont cachés en fait de chaque côté, qui sont le poste des électriciens, qui était un des endroits vraiment les plus chauds, sinon l'endroit le plus chaud du sous-marin. Donc là, oui, on est vraiment, pour ceux qui sont amateurs de moteur, on est vraiment dans la partie motorisation du sous-marin. Ceci étant, on ne les voit pas forcément, ces moteurs, sur un type Daphné, puisqu'ils sont sous les plaques de pont, c'est-à-dire sous nos pieds.
Chose que pour l'instant, effectivement, on n'a pas encore trouvé d'alternative pour que le public puisse le voir. Mais effectivement, c'est vraiment sous nos pieds. Mais toutes ces plaques de pont sont démontables assez rapidement, ce qui permettait en fait aux mécaniciens ou aux électriciens de pouvoir rapidement avoir les mains entre guillemets dans le moteur si c'était nécessaire. Mais toujours aussi, c'est pas évident étant donné que j'imagine qu'il y a des gens aussi qui travaillent sur ces fameux volants, Oui. D'accéder en dessous Oui. et de travailler en équipe toujours sans se gêner. Parce que c'est très étroit. C'est extrêmement étroit et faut s'imaginer tout l'équipage à bord, faut s'imaginer effectivement l'activité du bord. Oui, déambuler dans un sous-marin n'est pas forcément si aisé. Après, ils y étaient habitués. Et puis, je pense qu'à force de déambuler dans un sous-marin, finalement, on prend des habitudes. Ouais, voilà. On s'y habitue. Ouais, le corps s'habitue, je pense, prend des automatismes également. D'accord. Là, on est vraiment sur... alors, on y retrouve un peu comme au poste avant, poste avant, poste arrière, il y a des similitudes. Hein. On y retrouve les bannettes, voilà, on y retrouve les lits. On y retrouve des aspects un petit peu de toilette, puisqu'on y retrouve en tout cas un lavabo qui permettait de faire une petite toilette de chat. On y retrouve un frigo également. Donc on retrouve ces aspects-là, on y retrouve le fameux téléphone interne, entre guillemets, que je mentionnais tout à l'heure. On y retrouve quelques espaces de stockage. Et puis, c'est un endroit qui reste malgré tout fonctionnel, puisque le sol aussi est démontable et permettait d'accéder à différentes choses, dont ce qu'on appelle les arbres d'hélice. C'est-à-dire, on va dire que la tige qui relie le moteur électrique aux hélices, en fait, doit aussi pouvoir être accessible. Et donc, on les entreaperçoit un petit peu dans le sol, où on voit, voilà, on a l'impression de voir que des engrenages, mais en tout cas, c'est pour y apercevoir... Ça peut même faire très peur, je pense. Oui. Pour celui qui dort juste en dessous, au-dessus, pardon. Oui. Donc, je trouve que c'est déjà plus cosy que devant. Oui. Ben, on retrouve en fait cet aspect un peu formica, c'est-à-dire que voilà, c'est un peu moins cosy que chez les officiers, mais c'est effectivement un peu plus cosy. Un peu plus cosy qu'à l'avant. Qu'à l'avant. C'est vrai que chez les officiers, c'était vraiment toujours avec le grade qui change. Complètement. D'accord. Donc voilà, on retrouve cet aspect-là. On retrouve un panneau également, panneau par lequel, s'il fallait effectivement que lorsque le bateau était à quai, on pouvait y mettre une échelle et on pouvait descendre directement aussi par ce panneau-là. D'accord. C'était aussi possible. Et là, ce que nous, pour le coup, on a vraiment enlevé parce que sinon, ça aurait été impossible de pouvoir déambuler correctement dans cette pièce, c'est qu'il faut s'imaginer que là où nous sommes, il y avait en plus une grande table et des bancs de chaque côté pour que du coup l'équipage puisse se restaurer aussi à l'arrière. Oui, donc encore moins de place, encore moins de... Ouais, c'est pas évident. Encore moins évident, oui. Ça c'est sûr. Dans l'embarcation, les sous-mariniers avaient le droit d'emmener une petite valise contenant des photos de famille, des livres ou encore des vêtements de rechange. Concernant la dernière pièce, elle était attribuée aux torpilleurs pour gérer et contrôler les missiles, tout ça à l'avant du sous-marin. C'est-à-dire que pour, on va dire, programmer, actionner en fait les torpilles, vous allez avoir des directions de lancement de torpilles. La principale va se trouver au niveau du central opération, à côté de la table traçante. C'est essentiellement celle-ci qui va servir. Ceci étant, si celle-ci ne devait pas bien fonctionner, vous avez toujours une DLT, une direction de lancement de torpilles à l'avant, à côté des tubes, et une à l'arrière, puisqu'on ne les voit pas, les tubes lance-torpilles à l'arrière, mais ils sont juste au-dessus de nous. En fait, ils sont à la fois dans la coque et dans la superstructure du sous-marin. Et donc, s'il c'était nécessaire, ils pouvaient utiliser cette direction de lancement de torpilles directement depuis l'arrière. D'accord. La visibilité des tuyaux est très importante. C'est même vital, tant pour la sécurité du sous-marinier que pour un bâtiment militaire. Il fallait avoir les mains dans le problème très vite. Je reviens très vite pour une nouvelle vidéo, mais comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien rater des prochains reportages. Prenez soin de vous.